bonjour, bonne année, je suis ravie d'être là, j'aime beaucoup la plaine, donc je reviens assez régulièrement, c'est toujours un plaisir de venir ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Célia, j'ai un doctorat en psychologie cognitive et ça fait une bonne quinzaine d'années que je travaille dans le jeu vidéo. J'ai travaillé chez Ubisoft, à Paris et à Montréal. Après, j'ai travaillé chez LucasArts. Et enfin, j'ai travaillé chez Epic Games où j'étais directrice du UX, donc l'expérience utilisateur, chez Epic. Et j'ai travaillé au niveau studio. Donc, j'ai travaillé sur Unreal, j'ai travaillé sur pas mal de jeux différents, dont Fortnite, qui voilà, est devenu ce que vous connaissez. Et je suis partie d'Epic en fin 2017 et depuis, je suis consultante indépendante. Donc maintenant, je suis établie en Californie et je fais beaucoup de présentations, je fais des formations, je fais du consulting pour accompagner majoritairement des studios de jeux vidéo, petits, grands, moyens, dans leur prod, dans leur organisation, et j'essaye de les aider à avancer leur maturité UX, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Parmi vous, qui a une bonne connaissance sur l'UX de façon générale ? Ok, donc on va reprendre toutes les bases. Ça, du coup, ça va être un petit peu chargé pour ceux qui connaissent pas bien l'UX. Vous allez avoir un cerveau bien rempli à la fin de la présentation, mais n'hésitez pas à m'interrompre. De toute façon, on prendra le temps à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Mais donc l'UX, en gros, c'est d'éviter ça. En fait, c'est de s'assurer que les personnes qui vont jouer à votre jeu ou qui vont utiliser un produit aient la meilleure expérience possible. Qu'elles puissent accomplir leurs tâches quand on parle d'un outil. Et pour le jeu vidéo, qu'elles aient du fun. C'est ça le but. On va reprendre les bases juste après. Mais en gros, pour arriver à ça, pour arriver à une culture UX dans une entreprise, il y a très peu d'entreprises qui ont véritablement une culture UX. On passe par différentes étapes. Alors, j'aime bien ce modèle qui s'appelle le modèle de Kekendo, qui reprend un petit peu, qui explique assez clairement, je trouve, avec un joli graphe, quelles sont les différentes étapes de la maturité UX. Et on part au début, on ne sait même pas ce que c'est quoi l'UX, j'en ai pas besoin, dégage, jusqu'à progressivement comprendre l'intérêt, ensuite commencer alors, au départ, ça commence par un discours. Ah oui, l'UX, c'est vachement important de s'intéresser à l'expérience des utilisateurs, mais après, quand on gratte un peu, à quoi ça consiste, on ne sait pas. Ensuite, on ajoute les techniques et les équipes commencent à faire des playtests. Par exemple, c'est des tests utilisateurs, c'est souvent par là que ça commence, mais c'est pas forcément ni appliqué, il n'y a pas de formalisation. Donc après, on passe à une étape où on a des process reliés à toutes ces techniques UX. Alors c'est pas juste les playtests, l'UX, c'est le design, c'est aussi tout simplement se détacher de notre point de vue de créateur pour adopter le point de vue des utilisateurs et pour enfin arriver vraiment à avoir une culture UX que même le business adhère. Et bon, ça, c'est très difficile d'arriver jusque-là. Il y a quelques entreprises qui ont vraiment un cœur UX très fort. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut toujours dire ça, mais disons Apple a historiquement une culture assez, en tout cas s'intéresse beaucoup à l'UX. Et le papa de l'expérience utilisateur, donc le terme d'UX vient de Donald Norman, qui lui à un moment donné était VP chez Apple. Et donc ça rejoint, alors je dis pas que Apple avait un processus UX parfait, loin de là, mais en tout cas il y a eu beaucoup de discours autour de ça et qui se retrouvent non pas juste dans les produits Apple, mais aussi à tout l'écosystème. C'est-à-dire que quand vous allez acheter un produit Apple, c'est d'abord l'Apple Store, il y a une expérience particulière à l'Apple Store, et même défaire votre iPhone ou votre Mac de la boîte, rien que ça, ils ont réfléchi à quelle expérience ils voulaient offrir aux utilisateurs, contacter le service client, tout ça, ça fait partie de l'expérience utilisateur, c'est pas juste l'interaction avec le produit lui-même. Et donc pour avancer dans ces différentes étapes de maturité, merci Laurent,
Il n'y a pas de recette miracle. Hein. C'est ça enfin, c'est pas un modèle, mais disons que je trouve que c'est assez clair pour montrer quelles sont les différentes barrières et comment est-ce qu'on peut les dépasser. Et je vais vous montrer un petit peu comment moi j'ai pu essayer d'avancer avec les équipes avec lesquelles j'ai travaillé, notamment chez Epic. Quand je suis arrivée, c'était encore assez petit, hein, et quand il y avait juste une centaine de personnes. Ils venaient de terminer leur collaboration avec Microsoft, et donc il y avait tout à construire chez Epic dans une population qui était vraiment pas très au courant de c'est quoi l'UX et pourquoi est-ce qu'on a besoin tout d'un coup de gens qui viennent des sciences cognitives pour faire des jeux vidéo. Et donc la première étape, c'est de construire de la confiance, d'établir une relation de confiance avec les équipes, parce que il peut y avoir un moment où, mais encore une fois, pourquoi est-ce que d'un seul coup on a besoin de gens diplômés qui ont des doctorats en psychologie, c'est bizarre, pour faire des jeux vidéo. Donc l'idée, c'est d'abord de reprendre les bases et de combattre les misconceptions, les idées reçues sur l'UX. Et une des plus grandes idées reçues sur l'UX, alors notamment dans les équipes créatives, hein, dans toutes les industries d'art ou de création, comme le jeu vidéo, c'est le cas. Mais avoir un processus UX, avoir des méthodologies UX vont casser ma créativité et vont être là pour aller à l'encontre de ça devient un process, etc. Et souvent, on me sort l'exemple Dark Souls, s'il y avait un processus UX, on ne ferait plus de jeux comme Dark Souls. Alors non, en fait, le processus UX n'est pas là pour aller à l'encontre des intentions de design. On est là pour accompagner les équipes à accomplir leurs objectifs. Donc si l'expérience que l'on souhaite offrir, c'est celle de souffrance pour les joueurs, ok, il n'y a pas de problème. Si vous êtes sûr de votre coup et c'est vraiment ça que vous voulez offrir et que vous avez compris les inconvénients à faire ça pour les joueurs et que tout le monde est ok et que les joueurs sont consentants, il n'y a pas de problème. On va vous aider à accomplir ça. Donc ça ne va pas à l'encontre de ça, mais au moins on clarifie, vous prenez cette décision-là, voilà les avantages et les inconvénients, voilà ce que les joueurs peuvent ressentir. S'ils ont des frustrations qui sont par design, c'est vous qui les avez décidées et que vous pensez que c'est ok, bah très bien, mais prenez en compte que peut-être ces frustrations-là vont conduire les joueurs à partir du jeu. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. La deuxième idée reçue dont on entend souvent quand les personnes commencent à comprendre l'intérêt d'avoir une approche UX, c'est bah oui, mais c'est super les playtests, mais on n'a pas le temps, on n'a pas assez d'argent, on rendez compte. Alors oui, c'est un investissement. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire des playtests, qu'on peut avoir un processus UX et qu'on peut appliquer ça proprement. Mais c'est pas du temps perdu du tout et c'est un investissement qui va rapporter beaucoup dans la mesure où si assez tôt vous prenez le temps de faire des tests et de vous poser, de vérifier que ce que vous êtes en train de faire, ça va vraiment aboutir et de vérifier vos hypothèses, très tôt vous allez vous apercevoir de problèmes, parce qu'il y a toujours des problèmes, et vous allez vous en apercevoir à un moment où vous allez pouvoir les résoudre beaucoup plus économiquement, plutôt que d'attendre la fin de la prod juste avant de shipper, et là tout va mal et c'est trop tard et vous allez shipper et le jeu va peut-être s'écrouler et vous n'allez pas retrouver votre investissement dans tout le temps de prod. Donc oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement tout aussi important que d'investir dans une équipe QA et de vérifier que le jeu n'a pas de bug, par exemple, et qui peut sortir. Il y a aussi le côté oui, non, mais on fera ça plus tard. Là, on n'est pas prêt. C'est encore trop en phase de prototypage. Tout est placeholder. Et souvent, donc j'arrive dans la core team. Vous avez un truc qui tourne là, c'est cool. On peut peut-être le tester. Et donc je leur dis, est-ce qu'on pourrait pas faire une session pour voir ce que ça donne? Et souvent, j'ai des développeurs, alors que ce soit des game designers ou des art directors ou n'importe qui, ils me disent non. C'est pas prêt, on veut surtout pas que tu vois ça, etc. Donc il y a une espèce d'appréhension à tester le jeu, ce que je peux tout à fait comprendre, hein, parce que évidemment c'est pas prêt, il y a plein de problèmes, et donc on n'a pas forcément envie de se confronter au regard des autres sur ça, mais encore une fois, c'est nécessaire. Il vaut mieux le faire tôt,
encore une fois, pour trouver les problèmes, plutôt que de le faire trop tard. Donc si on prend tout ça en compte, une définition d'une approche UX, c'est vraiment d'anticiper et de mesurer, quand on est en mesure de le faire, quelle est l'expérience que les utilisateurs ont ou vont avoir avec le produit que l'on fait. Dans notre cas, c'est des jeux vidéo. Et on va essayer de comprendre comment ces personnes perçoivent et interagissent avec le jeu et quelle est l'expérience qu'ils en retirent et est-ce que c'est cette expérience-là qu'on voulait leur offrir. Nous, en tant que développeurs de jeux, quand je dis développeurs, j'inclus tout le monde ici, on a une représentation particulière, ce qu'on appelle un modèle mental de ce qu'on veut offrir avec le jeu. Et évidemment, bon, il y a toujours une grande distance entre les idées et l'implémentation. Et ce qu'on va implémenter au final n'est pas forcément ce qu'on avait en tête. Puis les joueurs vont arriver et simplement avec l'interaction avec l'image du système, c'est-à-dire tout ce qu'ils peuvent percevoir et interagir avec, entre le moteur de jeu et elles et eux, c'est à partir de là qu'ils vont se faire leur propre représentation du jeu. Et ils arrivent aussi avec certaines attentes en fonction de comment ils ont entendu parler de votre jeu, est-ce qu'ils viennent avec des amis ou est-ce qu'ils ont juste vu une pub, etc. Et ce qu'on essaye de faire, c'est d'aligner ces deux choses-là. Encore une fois, on n'est pas là pour changer vos intentions de design, mais on peut être là aussi pour vous lever des flags, dire si c'est ça votre intention et c'est ça votre budget et que vous avez tout ça comme contrainte, ça va peut-être pas fonctionner. Donc c'est vraiment plus pour être sûr que ça va fonctionner, que c'est jouable, que c'est faisable. Et ça nous permet d'anticiper les problèmes plutôt que d'être confrontés à ces problèmes-là beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit. L'autre chose qui est intéressante dans l'approche UX, c'est de se sortir de sa propre vision qui est forcément biaisée. On va faire un petit jeu. Je suis désolée, c'est en anglais, je vais vous le traduire. Imaginez, vous pouvez acheter ensemble une batte de baseball avec une balle. Sachant que les deux ensemble coûtent $11 et que la batte coûte $10 de plus que la balle. Combien, d'après vous, coûte la balle ? Allez-y, criez fort ce qui vous vient tout de suite. Bravo! Vous avez pris trop de temps pour réfléchir. C'est une bonne réponse. Quand on lit rapidement une information comme ça, on a tendance à répondre en prenant des shortcuts. Et on va faire juste une soustraction, on va faire 11 moins 10, $1, et ça a l'air d'être bon. Alors que là, la bonne réponse nécessite quand même de s'arrêter 2 secondes pour réfléchir à ce qu'on est en train de calculer afin d'être correct. Le problème derrière ça, quand on tombe dans des pièges comme ça, alors beaucoup d'entre vous ne sont pas tombés dans celui-là, bravo à vous, mais on tombe toujours dans ce genre de piège à un moment ou à un autre. C'est pas qu'on n'est pas capable de penser logiquement. C'est plus que notre cerveau a 2 modes de pensée. Ça a été étudié par Daniel Kahneman. Il a fait énormément d'études avec Amos Tversky pour essayer de comprendre comment le cerveau fonctionne, résonne et quels sont ses biais. Et il a écrit ce bouquin-là qui est traduit en français, je crois que c'est Le cerveau à 2 vitesses, la traduction en français. Et il explique que le cerveau a 2 modes de fonctionnement. Alors c'est pas des zones dans le cerveau, mais c'est juste 2 façons de fonctionner qu'il appelle système 1 et système 2. Système 1, c'est le mode automatique, c'est un peu l'autopilote, et il ne coûte pas beaucoup d'efforts ni d'énergie. C'est tous les matins, si vous faites le même chemin par exemple pour aller bosser, vous n'avez pas vraiment besoin de réfléchir à ce que vous faites, vous êtes en mode autopilote, ou faire votre café, ou prendre une douche. C'est toutes les routines, c'est toutes les choses que vous avez appris par cœur, par conditionnement, comme les tables de multiplication. Si je vous dis 3 x 6, 18 vous arrive tout de suite dans la tête, normalement, sans que vous ayez besoin d'y réfléchir. Donc c'est ça le système 1, et ça nous sert beaucoup dans la journée pour accomplir beaucoup de tâches. Quand on a besoin de réfléchir à quelque chose un peu plus intensément, par exemple si je vous demande de faire un calcul un peu plus compliqué, comme je sais pas 28 par 79, là c'est le système 2 qui doit se mettre en route parce qu'il n'y a pas de mode automatique pour ça, il faut réfléchir un petit peu. Celui-là est beaucoup plus lent, il est contrôlé et il demande beaucoup d'efforts.
et il consomme beaucoup plus d'énergie. Le cerveau représente à peu près 2% du poids de tout le corps, alors qu'il consomme à peu près 20% de l'énergie que tout le corps consomme. Donc c'est assez énergivore. Et donc appliquer le système 2 demande beaucoup d'énergie. C'est pour ça que quand vous avez beaucoup de problèmes à résoudre, ou que vous suivez une conférence, au bout d'un moment on fatigue parce que ça demande beaucoup d'énergie. Et quand on doit répondre à une question un petit peu, quand il y a une question piège ou quand il faut vraiment réfléchir, ça nécessite qu'on active le système 2, mais c'est pas pour autant que le système 1 se tait. Et le système 1 a tendance à nous forcer à aller dans à prendre des c'est quoi le terme pour shortcut en français, des raccourcis. Merci. Et c'est comme ça qu'on tombe dans des biais. Donc dans des petits exercices comme celui que je vous ai montré, ou tout simplement dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on appelle les biais implicites, qui fait que souvent on va perpétuer des discriminations sans nécessairement le vouloir. C'est parce qu'on se fait biaiser à cause de choses qu'on a intégrées, des stéréotypes, etc. Donc ça c'est un peu problématique parce qu'on en a énormément des biais, et le cerveau fonctionne d'une façon à vraiment très rapidement analyser ce qui se passe autour de nous afin de prendre les décisions les plus adéquates. Souvent ça marche très bien, c'est comme ça qu'on a survécu jusqu'ici, mais dans le monde où on est aujourd'hui, c'est assez complexe et on peut tirer de mauvaises conclusions à partir de données que l'on reçoit. On a tendance à prendre des raccourcis parce que on n'a pas le temps, on est pressé, le cerveau aussi est énergivore, donc on va essayer d'aller au plus rapide et au moins énergétique afin d'avancer et de résoudre tous les problèmes qu'on a à résoudre dans la journée. Ce petit graphe là représente tous les biais cognitifs que l'on a. L'idée c'est pas que vous les regardiez ici, l'idée c'est que vous voyez qu'il y en a beaucoup. Et le problème, c'est que non seulement on en a beaucoup, mais en plus, on ne s'en rend pas compte. On n'a pas vraiment l'impression d'être biaisé dans la vie de tous les jours. On a l'impression de maîtriser, on a l'impression qu'on peut faire plein de choses, qu'on peut faire du multitâche, qu'on peut mémoriser des trucs parfaitement. Mais en fait, c'est pas le cas. Et comme le cerveau est aussi bien pour nous sentir bien et nous faire avancer, a posteriori, on ne va pas forcément se rendre compte qu'on est tombé dans des pièges, qu'on a fait des erreurs, etc. Donc on a tous ces biais-là. Vos joueurs ont ces biais-là, et vous avez tous ces biais-là quand vous développez votre jeu. Et donc l'idée d'avoir une approche, quand on approche UX, c'est de prendre en compte ces biais, et de mettre en place des process et des techniques afin d'avancer sans se biaiser et en plus s'en apercevoir, encore une fois, avant qu'il soit trop tard, afin d'offrir le jeu que vous souhaitez offrir. Et comme vous connaissez votre jeu trop bien, un des biais importants que l'on a quand on développe un jeu, c'est ce qu'on appelle la malédiction de la connaissance. C'est très difficile de se mettre à la place d'un joueur ou d'une joueuse qui ne connaît pas votre jeu et qui découvre ce jeu, alors que vous avez cette connaissance et vous avez l'historique de comment vous avez développé le jeu et pourquoi vous avez pris telle ou telle décision dans ce jeu-là. C'est impossible à faire en fait. Et c'est tout l'intérêt des playtests, c'est de pouvoir essayer de se remettre dans le cerveau des personnes qui ne connaissent rien à votre jeu et le découvrent. Et est-ce qu'elles arrivent à comprendre ce que vous essayez de transmettre dans le jeu ? Donc ça, c'était la première étape, c'est de dépasser les a priori qu'on peut avoir sur l'UX. L'UX, pour remettre un peu ça en place, tout le monde a besoin d'une approche UX, non pas parce que vous n'avez pas développé des jeux vidéo, mais tout simplement que vous soyez senior ou junior, vous êtes biaisé. Et l'approche UX va vous permettre d'éviter ces biais, en tout cas de les contourner, d'avoir des techniques pour les éviter, ou en tout cas pour les contrôler, afin d'accomplir vos objectifs beaucoup plus rapidement et efficacement. La deuxième étape, que je trouve assez efficace, c'est de démontrer l'intérêt de l'approche UX avec des quick wins, donc avec montrer à quel point ça peut être utile rapidement.
Alors ça, c'est en général quand j'introduis l'UX, j'explique que pour avoir une approche UX, il faut aussi un petit peu comprendre comment fonctionne le cerveau des gens, tout simplement parce que l'expérience d'un jeu ou de n'importe quoi se passe dans le cerveau des gens. L'expérience que vous avez là en ce moment, à m'écouter, se passe dans votre cerveau. Et donc on ne peut pas designer, on ne peut pas contrôler l'expérience que les joueurs vont avoir parce que ça se passe dans leur cerveau. Ce qu'on peut faire, c'est contrôler un environnement et en sachant un petit peu comment le cerveau fonctionne, espérer offrir l'expérience que l'on veut offrir. On ne peut pas contrôler cette expérience. Du coup, les quick wins que je vais vous montrer sont relatifs à la compréhension des limites principales de nos processus mentaux ici. Ça, c'est un schéma très simplifié qui montre comment le cerveau traite les informations. On part toujours, quand on traite une information, on part toujours de sa perception. Là, par exemple, vous traitez l'information qui vous vient de ce podium, et c'est essentiellement des informations auditives et visuelles qui sont captées par vos sens. On a plein de sens, on a plus que les 5 qui sont souvent représentés. On a par exemple la proprioception, c'est le sens du corps dans l'espace, notamment. Donc on a plein de sens. Et la perception, ça va être la captation venant de ces sens et après le traitement de cette information. Ensuite, une fois qu'on traite l'information, si vous apprenez quelque chose de nouveau, ça veut dire que vous l'avez mémorisé. La mémoire, c'est assez intéressant parce que ça correspond à un changement vraiment physique dans le cerveau. Quand vous écoutez quelqu'un, quand vous apprenez quelque chose, quand vous faites quelque chose, ça va changer les connexions synaptiques dans votre cerveau. Une synapse, c'est une connexion entre neurones. On a des milliards de neurones. Chacun de ces neurones peut être connecté jusqu'à plus de 10 000 autres neurones. Donc ça fait beaucoup de connexions synaptiques et elles ne sont pas figées. Elles vont changer en fonction de ce que l'on fait, de ce qu'on apprend et de comment on interagit. Donc quand on dit que les jeux vidéo par exemple peuvent changer le cerveau des enfants ou des adultes, oui, mais en fait tout ce qu'on fait dans la vie va changer notre cerveau. Lire, écouter une conférence, jouer, parler avec quelqu'un, etc. Tout ça, ça va changer les connexions dans votre cerveau. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'adapter à notre environnement. On appelle ça la plasticité cérébrale et c'est grâce à ça qu'on a pu du jour au lendemain drastiquement changer notre façon d'interagir, de socialiser, de travailler pendant le confinement. Je ne dis pas que c'était facile, mais on a pu s'adapter très rapidement grâce à cette capacité du cerveau à être plastique. Donc entre la perception d'un stimulus et un changement dans la mémoire, évidemment il se passe plein de trucs et il y a notamment beaucoup de facteurs qui vont influencer la qualité du traitement de cette information. On a des facteurs biologiques, on sait que l'ADN a un impact, on ne sait pas encore clairement à quel niveau, mais en tout cas ça a un impact. On a des facteurs physiologiques, si vous êtes fatigué, vous avez eu une longue journée, vous avez trop mangé à midi, vous avez déjà bu un verre, ou vous êtes stressé, tout ça, ça va avoir un impact sur votre façon d'apprendre. Mais on va se focaliser ici surtout sur l'attention, parce que l'attention, on sait que c'est très important. Plus vous portez attention à quelque chose, mieux vous allez traiter cette information, et du coup, mieux vous allez la mémoriser. Donc on va regarder juste les limites, la limite principale pour ces processus mentaux qui sont vraiment centraux quand on traite une information, donc la perception, la mémoire et l'attention. Mais gardez en tête que le cerveau est beaucoup plus complexe que ça. On n'a pas des compartiments indépendants, bien séparés les uns des autres, c'est pas du tout comme ça que le cerveau fonctionne. Le cerveau est extrêmement complexe, on arrive à peine à comprendre comment ça marche. Et en plus on utilise beaucoup de termes venant des ordinateurs pour expliquer comment le cerveau fonctionne, comme traitement de l'information ou stockage d'une information, ce genre de choses. Le cerveau ne fonctionne pas comme un ordinateur. C'est un organe biologique, encore une fois, extrêmement complexe. Qu'on commence à peine à effleurer. Donc gardez ça en tête. C'est aussi beaucoup de neurobullshit qui circulent et qui essaient de vous faire croire monts et merveilles. Ok, donc les quick wins, par exemple pour la perception, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu cette présentation, parce que je le fais assez régulièrement. Ceux qui ne l'ont pas vu, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous percevez dans cette image ?
Tout le monde l'a vu? Non? Alors, ceux qui l'ont pas vu? Les personnages de Street Fighter, ok. C'est souvent les réponses que j'ai quand je suis devant des développeurs de jeux, mais pas que. J'ai mon petit groupe qui en général tout de suite me dit Street Fighter, mais même au sein d'une population de développeurs de jeux, j'ai d'autres réponses. Par exemple, il y a des personnes qui voient Link dans celui-ci, là en haut à droite. J'ai des personnes qui me disent Minecraft, j'ai d'autres personnes qui me disent des blocs de Lego. Donc je peux avoir pas mal de réponses différentes. Et en dehors de jeux vidéo, je peux avoir d'autres réponses comme des drapeaux, des transistors, etc., etc. Et si vous êtes daltonien, comme c'est le cas d'à peu près 8% de la population masculine, bah, vous pouvez vous sentir exclu de cet exemple, et je m'en excuse. Et c'est aussi un très bon moyen de vous rappeler qu'il ne faut jamais utiliser les couleurs seulement pour communiquer une information. Et qu'un design aura toujours des barrières à l'accessibilité. Et que c'est aussi notre rôle d'essayer de comprendre quelles sont ces barrières afin de les éliminer. Donc la perception est subjective. C'est-à-dire que pour un même stimulus, en fonction de votre connaissance, par exemple, sur le jeu Street Fighter, votre attachement à ce jeu-là, en fonction de votre ADN, si vous êtes daltonien, et en fonction du contexte, vous savez que je travaille dans le jeu vidéo, vous êtes déjà un petit peu primé pour répondre à quelque chose par rapport au jeu vidéo, ça va affecter votre perception des choses différemment. Et ça, c'est un gros problème, parce que on est en train de créer plein d'assets quand on fait des jeux vidéo, donc des assets visuels et auditifs majoritairement. C'est pas parce que pour vous, c'est évident ce que ça représente, que vos joueurs, même s'ils sont proches de vous et font partie de votre même groupe, que vous percevez comme étant votre groupe, c'est pas pour autant qu'ils vont le percevoir de la même façon. C'est pour ça qu'on teste, pour vérifier que ce que vous cherchez à communiquer aux joueurs, alors que ce soit en icône, en character design, en environment design, est-ce que c'est bien ça qu'ils perçoivent? Donc c'est ce qu'on fait par exemple, alors ça c'est des quick wins assez faciles à faire. Dans Fortnite au tout début, on avait pas mal d'icônes comme celle-ci, qui, alors je ne sais pas si vous avez deviné ou vous l'avez déjà vu, qui représentait les pièges. Ça c'est le menu de PlayStation qu'on avait à l'époque. On a fait venir des gens, ils ont joué à Fortnite, le proto qu'on avait à l'époque, ils ont interagi avec ça. Ensuite on leur a demandé, on leur a montré des icônes et certains éléments. Encore une fois, c'est pas que les icônes. Et on leur a demandé c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Pour l'icône de piège, il y en a beaucoup qui nous ont dit munitions ou je sais pas, peut-être des arbres ou quelque chose qui a rapport avec la construction. Donc là, on a une icône qui, pour nous, était évidente parce que c'est les pièges de base dans Fortnite, mais qui, pour les joueurs, même après avoir joué 3/4 d'heure à Fortnite, n'avaient pas forcément ça en tête. Donc, au lieu d'essayer de changer l'être humain, quand on a une approche UX, on change le design afin que ce soit plus l'expérience souhaitée arrive avec l'être humain qui interagit avec le design. Donc, c'est comme ça qu'on est parti sur un archétype de pièges, les pièges à loups. Même s'il n'y a pas de piège à loup dans Fortnite, c'est quelque chose, c'est un symbole qui est assez fort, qui communique bien cette fonctionnalité, et même au travers de plusieurs territoires, parce que ça aussi, la perception est subjective en fonction de la culture et des territoires, et donc quelque chose, un symbole qui va vouloir dire quelque chose dans une culture peut pas du tout vouloir dire la même chose dans une autre culture, voire être insultante. Donc il faut aussi vérifier ce genre de choses quand on ship un jeu à l'international. Donc voilà, ça c'est un quick win très clair. On fait un test, les gens ne comprennent pas, on leur pose des questions, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Ils répondent à côté ou ils ne comprennent pas ce qui se passe dans le jeu, hop, on change, on reteste, ah ça marche, quick win. On va parler de la mémoire. Pour ceux qui, encore une fois, qui n'ont pas vu cette présentation, essayez de visualiser le penseur de Rodin. En général, pour les Français, ça doit être assez présent. Essayez de vous rappeler exactement sa posture. Donc sur quelle jambe, singulier ou pluriel, repose quel bras, singulier ou pluriel, du penseur. Bon, réfléchissez 2 secondes, en général je vois les gens qui font le mouvement. J'ai souvent la réponse soit droite sur gauche, et puis d'autres me disent non, c'est l'inverse. Et après j'ai des gens, non, c'est du même côté. C'est très rare qu'on me donne la bonne réponse, c'est-à-dire qu'il a les 2 bras
sur la jambe gauche. Pourquoi c'est difficile de se rappeler ça? Parce qu'en fait, notre mémoire est pas très bonne, elle est assez faillible. Quand on interagit, quand on perçoit les choses dans l'environnement, on va pas forcément les mémoriser correctement. Et quand je vous ai pas dit ça, mais la perception, comme c'est subjectif, la perception, c'est une construction du cerveau. C'est pour ça que c'est subjectif. Quand on se rappelle de quelque chose, c'est une reconstruction. Donc un souvenir, si vous devez vous rappeler de quelque chose, vous reconstruisez ce souvenir, et à chaque fois que vous faites ça, vous pouvez l'altérer potentiellement. Et sans que vous vous en rendiez compte. Parfois, on est tellement sûr de nous, après on vérifie, et on va c'est pas possible. Enfin, on est tellement sûr de nous qu'on a du mal parfois à comprendre à quel point c'est difficile de se rappeler précisément des choses, et en plus on oublie pas mal de choses. Donc ça, c'est la courbe de l'oubli qui a été mise en valeur, en évidence pour la première fois par Hermann Ebbinghaus au 19e siècle. Donc ça a été fait avec des syllabes qui n'avaient pas de sens, pour éviter d'avoir une familiarité avec avec le matériel à mémoriser. Donc c'est pas aussi grave, ça ne tombe pas aussi vite que si on essaie de mémoriser quelque chose qui est familier ou qui a du sens. Mais quand même, très rapidement, vous voyez qu'on a une tendance, on oublie très très vite au début. Donc au bout d'un jour, on peut oublier jusqu'à 30% du contenu de ce qu'on a appris la veille. Encore une fois, ça c'est dans une condition où ce qu'on a appris n'avait pas de sens. Donc j'espère que demain, vous vous rappellerez de plus de 30% de ce qu'on voit ce soir. Mais gardez en tête que ces biais-là, les joueurs vont les avoir. C'est-à-dire que même si vous introduisez votre jeu de façon parfaite et que ils ont bien compris telle mécanique et qu'est-ce que ce symbole veut dire quoi, c'est pas garanti que le lendemain ou même 10 minutes plus tard, ils s'en rappellent. Ou s'ils s'en rappellent, ils s'en rappellent peut-être à côté. Donc ça, il faut le prendre en compte. Notre mémoire est faillible, déjà la vôtre, en sortant de réunion, mais notez ce dont vous avez parlé et assurez-vous que tout le monde a bien compris la même chose, parce que ça nous arrive aussi régulièrement. Mais aussi assurez-vous de prévoir que les joueurs vont oublier des choses. Alors une des quick wins qu'on peut faire, c'est de réduire la charge mnésique. C'est-à-dire que c'est à ça que le HUD sert, le HUD, c'est pour donner des informations aux joueurs en continu, comme ça ils n'ont pas besoin d'apprendre et de mémoriser ces choses. Par exemple, à Fortnite, à chaque fois qu'on est près d'un coffre, pouf, on a le pop-up pour nous dire quelle touche appuyer. Les joueurs n'ont pas à mémoriser cette information. Donc s'ils n'ont pas besoin de la mémoriser, ils ne vont pas l'oublier. Une autre chose qu'on avait faite aussi, c'est un jeu où on a beaucoup de crafting, évidemment, mais c'est pas un jeu où on veut challenger les joueurs à mémoriser quels ingrédients ou à expérimenter, comme peut-être on peut retrouver dans Minecraft. C'est pas là où on veut mettre le challenge chez les joueurs. Ça, c'est quelque chose de très important quand on a une approche UX, c'est de déterminer quelle expérience on veut offrir, et c'est-à-dire où est-ce qu'on veut challenger les joueurs et où est-ce qu'on ne veut pas les challenger. Parce que du coup, si on ne veut pas les challenger à mémoriser les recettes qu'ils ont, les types d'armes qu'ils peuvent construire et quels ingrédients dont ils ont besoin, on va essayer de trouver des méthodes afin d'alléger cette charge mentale pour les joueurs, parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Donc là, on avait une fonction d'épingle pour que les joueurs épinglent les armes qui les intéressent. Ils n'aient pas besoin de se rappeler du nom de l'arme, ni de quels ingrédients ils ont besoin. Hop, tout de suite, ils voient, j'ai pas de cuivre, et donc je vais me focaliser à trouver ça. Et donc ça permet d'alléger cette charge mnésique. Alors, dernier petite chose dont on va parler. Alors désolé pour ceux qui l'ont déjà vu, c'est pas très fun. Je vais vous montrer des cartes. J'aimerais que vous en choisissiez une et que vous vous en rappeliez le mieux possible, et ça va aller assez vite. Donc choisissez une carte. Et je parie que je peux deviner quelle carte vous avez choisie et la faire disparaître. Voilà, donc si ça a marché pour vous et que vous demandez ce qui s'est passé, j'ai changé toutes les cartes, c'est très facile. C'est vraiment des techniques assez basiques chez les magiciennes et les magiciens qui sont très au courant des limites de notre cerveau. C'est comme ça qu'ils font leur tour de magie, notamment limite en perception, en mémoire et ici en attention. On n'est pas capable de faire attention à tout. Quand vous cherchez quelque chose ou on vous demande de choisir quelque chose, en général, on va faire attention à un élément et le reste, on va le filtrer.
et donc je peux changer tout le reste, ça fasse comme une lettre à la poste. C'est ce qu'on appelle le change blindness, donc la cécité au changement. Cécité n'est pas du tout un bon terme, c'est plutôt l'inattention au changement. Et ça nous arrive tout le temps, constamment. Alors, si vous voulez tester votre attention, il y a plein de jeux en ligne. Donc, vous tapez Change Blindness, vous allez trouver plein de petits jeux. Et puis, tout simplement, vous regardez un spectacle de magie, ça vous arrive constamment. Nous, en tant que développeurs de jeux, on doit aussi rendre l'expérience magique. Et pour ça, il faut qu'on prenne en compte les limites du cerveau, notamment en attention. Et notre attention est très limitée. On ne peut pas faire de multitâches. On peut très facilement être perturbé quand on essaie de se concentrer sur quelque chose. Ça nous sert à survivre, hein, parce que si au milieu de la savane, on n'était pas distrait par un lion qui venait nous bouffer, enfin une lionne plutôt, on ne serait pas là pour en parler. Donc c'est normal que notre attention fonctionne comme ça. Elle n'est pas pire avec la technologie. Ça aussi, vous avez des gens qui vont vous faire peur. Que maintenant, on a l'attention d'un poisson rouge. Enfin, ça, c'est des conneries. En revanche, ce qui est vrai, c'est que maintenant qu'on a un ordinateur dans la poche, il a tendance à nous donner des notifications assez régulièrement. Et ça nous distrait. C'est plutôt ça le problème. C'est pas tellement qu'on a une plus mauvaise attention à cause de la technologie. On l'a toujours aussi mauvaise, mais on est peut-être plus distrait. Un des quick wins aussi, c'est de montrer à quel point les gens ne font pas attention à ce qui se passe dans votre jeu, parce qu'on a toujours l'impression que les gens vont lire les trucs, vont s'apercevoir qu'il y a des changements. Ça, je vais vous montrer un exemple d'un playtest de Fortnite assez tôt. On testait pas mal de choses, et notamment est-ce que les joueurs comprennent comment regen leur vie. Alors à l'époque, il fallait consommer un item de vie ici. Aujourd'hui, faut toujours regen en faisant quelque chose, mais c'est via les pièges. Et donc ça ressemblait à ça. La première fois que les joueurs avaient leur barre de vie qui passait en dessous de 50%, ça faisait un trigger. On avait un flash là, et au centre, un type, hop, vous avez été endommagé, consommer un item de vie. Et ça disparaissait. On a fait ce playtest là, et en fait, on s'est aperçu que la majorité des joueurs, durant ce playtest, ne s'est même pas aperçu qu'il y avait des trucs qui flashaient à l'écran. Tout simplement parce qu'ils sont occupés à détruire les zombies. Et c'est la première fois qu'ils sont en danger. Donc vous pouvez flasher tout ce que vous voulez. On va pas forcément, ne serait-ce que s'apercevoir qu'il se passe quelque chose. Et même si vous vous apercevez qu'il se passe quelque chose, vous n'allez peut-être pas avoir suffisamment de ressources attentionnelles pour vraiment lire le message. Et peut-être, vous allez le lire, mais vous n'allez peut-être pas avoir assez de ressources pour le comprendre. Et peut-être, même si vous l'avez compris, comme vous n'avez pas vraiment porté attention parce qu'il se passait d'autres trucs, vous n'allez pas le mémoriser. Donc non seulement il faut le voir, il faut y faire attention, il faut le traiter, et après il faut le mémoriser. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des séances de playtest où les développeurs de jeux me disent mais on leur a dit ça, il n'y a même pas 5 minutes, pourquoi ils ne s'en rappellent pas? Ils sont peut-être pas vus, il se passe des trucs, donc on ne peut pas s'assurer, c'est assez difficile d'être sûr que les joueurs ont bien eu une information. Donc voilà, donc ça c'est... Oula, c'est passé un peu vite. Ça c'est les trucs de base. La perception est subjective, les ressources attentionnelles sont limitées et la mémoire est faillible. Et on peut établir des quick wins au sein du studio en juste faisant des petits tests par-ci par-là pour montrer, tu vois, en fait, il suffit de changer ça, regarde, là, ils n'ont pas compris. Si on le montre de façon claire, on va beaucoup plus comprendre quel est l'intérêt d'avoir une approche UX et quel est l'intérêt de comprendre les limites du cerveau et d'utiliser ces connaissances afin d'améliorer le jeu pour les joueurs. La troisième étape, c'est d'avoir un vocabulaire commun. Parce que ça, c'est toujours compliqué. La communication, c'est un gros problème dans n'importe quelle entreprise. Et c'est pareil dans le jeu vidéo. Si on ne parle pas le même langage, on va avoir du mal à avancer ensemble. Donc, c'est là où j'essaye d'avoir des ingrédients clairs pour expliquer c'est quoi l'UX. Donc, j'ai deux grands piliers quand je bosse avec les équipes. Un premier pilier que j'appelle... qui s'appelle l'utilisabilité, c'est un pilier très connu en ergonomie cognitive, en interaction humain-machine, qui consiste à vérifier et s'assurer que les utilisateurs arrivent à utiliser l'objet, tout simplement. Donc est-ce que c'est fonctionnel, est-ce qu'on comprend comment s'en servir, est-ce qu'on arrive à accomplir nos objectifs avec ça. Mais un jeu qui est utilisable, c'est
c'est pas un jeu nécessairement fun. C'est important que ça soit utilisable, mais ce qui va être important surtout, c'est qu'il soit engageant et amusant. Donc il y a cette composante que j'appelle l'engageabilité, que d'autres personnes peuvent appeler fun ou immersion ou flow ou ce que vous voulez. Moi j'ai un peu navigué dans ces différents termes. Je me suis focalisée au bout d'un moment sur ce terme-là parce que on parle bien, on essaye d'être sûr que les joueurs sont engagés. Est-ce qu'ils ont envie de jouer? Est-ce qu'ils reviennent? Et ça nous permet de vérifier qu'ils sont engagés avec le jeu. Donc l'idée, c'est d'établir des ingrédients et de les nommer de façon claire pour l'industrie du jeu. L'utilisabilité, c'est pas du tout une notion récente. Il y a déjà ce qu'on appelle des heuristiques, donc si vous voulez des guides, des règles à suivre et pour s'assurer qu'une interface est utilisable. Tout ce que j'ai fait ici, c'est pas de le simplifier, mais de me focaliser sur les choses les plus importantes pour le jeu vidéo et de changer les termes pour utiliser des termes qui sont plus usités dans le jeu vidéo. Et l'idée, c'est encore une fois de ne pas tout couvrir, c'est juste d'avoir une vue globale sur les choses qui sont importantes et d'avoir le même vocabulaire afin qu'on puisse plus facilement identifier les problèmes et donc ensuite les régler. En français, ça donne ça. J'ai une version en français. J'aurais peut-être dû montrer ça avant. Mais donc c'est ça qui va nous aider à avoir le même langage. Pourquoi j'ai ça là? Je voulais vous donner un des exemples sur l'utilisabilité, quelque chose qui va vraiment être important. Les signes et feedback, c'est vraiment central. On veut vraiment être sûr qu'en jouant au jeu, est-ce que les gens comprennent ce qu'ils peuvent faire dans le système et quand ils appuient sur un bouton, est-ce que le système leur dit bien ce qui se passe? Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont reliés au signe et feedback, la clarté, la forme qui suit la fonction, on pourra en parler si vous ne connaissez pas. Et un des éléments aussi importants, c'est l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, afin que tout le monde puisse jouer. Donc je vous invite à aller sur ce site qui est quand même assez clair, qui est, il me semble, traduit en français et qui vous permet d'avoir des éléments même basiques qui vous permettent, si vous y pensez suffisamment à l'avance, d'implémenter très facilement des fonctionnalités qui vous permettent de faire votre jeu accessible à tous et toutes. Mais il faut aussi penser, encore une fois, si vous utilisez de la couleur dans le jeu pour à chaque fois je veux dire convey, pour communiquer une information, forcément vous introduisez une barrière pour les personnes daltoniennes. Donc c'est aussi dans le design du jeu lui-même de réfléchir, est-ce que j'ai besoin d'utiliser les couleurs ici? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser autre chose? Ça vous évite d'avoir déjà à la base une barrière. Ensuite, vous essayez de contourner en ayant une option pour les personnes qui sont daltoniennes. Voilà, donc je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc j'essaye d'avancer. L'engageabilité, ça va être autour de la motivation. Est-ce que les joueurs sont motivés? Qu'est-ce que ça veut dire la motivation? Qu'est-ce qu'est la motivation humaine? Comment on peut utiliser ça? Donc c'est réfléchir à la motivation extrinsèque. Donc on va faire une quête afin d'obtenir quelque chose, c'est ça qui nous intéresse. Donc faire des objectifs clairs, mais aussi la motivation, donc ça c'est plutôt motivation extrinsèque, donc les objectifs, les rewards, est-ce que les joueurs comprennent. Après on a la motivation intrinsèque, c'est plutôt autour de la motivation intrinsèque. Je vais un peu vite parce que je le fais, je sais qu'il y a des personnes ici qui connaissent déjà ça, mais je sais qu'il y en a d'autres qui connaissent pas. La motivation intrinsèque, c'est quand on fait une activité pour le plaisir de la faire. Donc c'est pas pour obtenir quelque chose d'extérieur, comme faire une quête où il faut détruire 10 loups pour avoir des pots. Ça c'est plutôt une motivation extrinsèque. On n'a pas vraiment envie de tuer des loups, c'est juste qu'on veut les ressources. La motivation intrinsèque, on va faire une activité pour le plaisir de l'activité elle-même. Et là, on a une théorie qui est assez fiable sur la motivation intrinsèque, qui explique qu'on est plus intrinsèquement motivé à faire une activité quand elle nous satisfait nos besoins en compétences, en autonomie et en affiliation. Donc la compétence, c'est sentir qu'on progresse quand on fait une activité. Donc par exemple dans le jeu vidéo, même si on meurt, on rejoue, hop, là on a un meilleur score, on s'est amélioré. C'est ça le sentiment de progression.
l'autonomie, pouvoir s'exprimer, pouvoir être créatif, pouvoir choisir ses skins, être dans un bac à sable, avoir des choix qui ont vraiment un sens et qui ont un impact dans le jeu. Et l'affiliation, ça va être jouer avec d'autres personnes. Donc ça tourne beaucoup autour de la coopération et de la compétition, mais ça peut juste être là dans le même espace. C'est ce qu'on voit beaucoup avec Fortnite, c'est on est là, ou Roblox, et on passe des moments ensemble à danser, à créer ou à discuter. Ça aussi, c'est de l'affiliation. Donc on essaye de toujours se dire, est-ce que mon jeu, est-ce qu'à ce moment-là du jeu, ou est-ce qu'à cet écran-là du jeu, on reflète bien la compétence du joueur, est-ce qu'on reflète sa progression passée, ou qu'est-ce que le joueur peut faire maintenant, est-ce qu'on met en avant son autonomie, est-ce qu'on met en avant les choix qu'il peut faire, est-ce qu'on met en avant l'affiliation, est-ce que ses amis sont là, est-ce qu'on voit ce que les autres font, et est-ce que ça c'est vraiment mis en valeur. Donc c'est au niveau des choix et tout simplement de la priorisation de ce qu'il faut résoudre et mettre en avant dans le jeu, avoir une compréhension de ce qui est important au niveau de la motivation à la fois extrinsèque et intrinsèque nous permet d'avancer plus vite et de faire des choix plus efficaces plus rapidement. Voilà, et l'idée c'est toujours se demander pourquoi les joueurs ont envie de faire ça. Pourquoi les joueurs seraient intéressés à faire ce tutoriel ou à faire cette mission, pourquoi ça les intéresse. Souvent, surtout quand on se focalise sur les tutos et le onboarding des joueurs, on se focalise sur le quoi. Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il vaut mieux se focaliser sur pourquoi. Pourquoi c'est important dans le jeu, pourquoi c'est important de crafter, pourquoi les joueurs ici auront envie d'apprendre à construire. Tout simplement parce qu'ils sont dans un trou et s'ils ne construisent pas des escaliers, ils ne peuvent pas avancer dans le jeu. Plutôt que tout simplement leur dire Fortnite, la construction c'est important, on va te montrer comment construire. L'idée c'est de les mettre dans une situation où ils ont un problème à régler et la chose qu'on souhaite leur apprendre, c'est la solution du problème. On regarde aussi les émotions, bon, je vais avancer un petit peu, le game feel, la nouveauté pour les joueurs, et le game flow aussi. Donc le game flow c'est d'être toujours d'être hyper concentré dans ce qu'on fait. Donc ça c'est le flow, et c'est très applicable aux jeux vidéo. Quand on est concentré dans un jeu, on ne se rend pas compte de ce qui se passe, on peut rater notre station de métro, ou on n'écoute pas vraiment ce que les gens nous disent. Ça tourne beaucoup au niveau de la difficulté de challenge. On dit souvent que le jeu ne doit pas être ni trop facile ni trop difficile. Si c'est trop facile, ça nous gonfle. Si c'est trop difficile, ça nous stresse et on peut s'arrêter parce que ça nous énerve. Donc on essaye de garder les joueurs dans ce sweet spot quand c'est ni trop facile ni trop difficile. C'est aussi important de penser à la rythmique. Si le jeu est au taquet constamment, au moment ça va, même si c'est pas au taquet, si c'est constamment au même niveau de difficulté, au bout d'un moment ça va être perçu comme plus difficile, tout simplement parce que nous on fatigue. La difficulté est aussi subjective. Ce que vous pensez difficile va pas forcément être difficile pour quelqu'un d'autre et vice versa. Et même vous, pour la même tâche, en fonction de votre état de fatigue ou de nervosité, vous n'allez pas forcément ressentir cette tâche comme étant au même niveau de difficulté. C'est ce qui nous arrive quand on a joué pendant 3-4 heures et qu'on essaie de passer un boss et qu'on n'y arrive pas et qu'on meurt 15 fois et qu'on s'énerve et qu'on va se coucher et que le lendemain matin on le repasse et en une fois on l'a passé. Ça c'est juste parce que vous êtes reposé et donc vous êtes un peu plus alerte. Et la chose qui va vraiment être importante pour aider les joueurs à atteindre ce flow, c'est le onboarding. Parce que s'ils ne sont pas compétents à jouer à votre jeu, s'ils ne comprennent pas ce qui se passe ou comment s'améliorer, ils ne vont pas pouvoir rentrer dans le flow. Ils vont avoir ce qu'on appelle des flow breakers, et ils vont être frustrés et ça va les sortir du jeu et ils ne vont pas pouvoir rentrer dans le flow. Donc le onboarding est vraiment important. Je ne sais pas si j'ai le temps de montrer toutes les vidéos, j'ai mis beaucoup trop de slides. Je peux vous montrer un petit peu comment on a évolué sur le onboarding de la construction dans Fortnite, sur la partie sauver le monde. Au départ, l'idée c'est de se dire on va placer les joueurs dans une situation où c'est important pour eux, c'est meaningful, ça a du sens d'apprendre à construire. Donc l'idée, c'est le level designer s'est dit on va s'imaginer une situation où on a quelque chose à protéger, on va dire un tracteur,
Donc ça c'est le playtest pour ça. Et les joueurs commencent par essayer de le détruire. Non, il faut le protéger. Et le tracteur est dans une ferme qui est à moitié, qui est déjà presque complètement fermée. Et donc l'idée c'est de se dire, ils vont comprendre qu'il faut fermer la porte pour protéger le tracteur des zombies qui vont arriver. Donc les joueurs comprennent. En revanche, c'est la première fois qu'ils essaient de construire. Et là, ils ne peuvent pas placer le mur exactement dans l'entrée parce qu'il faudrait détruire les 2 petits panels à droite et à gauche. Et alors, la plupart des joueurs, ça, c'est déjà trop d'informations. À un moment où ils sont stressés parce qu'il y a un countdown et les zombies arrivent. Et ça, c'est pour vous montrer la limite des ressources attentionnelles. C'est très difficile de sortir du cadre quand on est sous pression. Et donc là, beaucoup de joueurs ont construit autour de l'entrée. Et là, ce joueur-là place un premier mur. Le deuxième mur n'a pas assez de bois. Évidemment, ils ne savent pas combien de morceaux de bois ils ont besoin pour construire. C'est la première fois qu'ils construisent. Mais donc là, on les met dans une situation de stress et on les met en situation d'échec, en fait. Parce qu'ils ne vont pas pouvoir tester, faire un mur. Ah tiens, j'ai pas assez de bois, je vais aller en récupérer, comme ça je fais mon autre mur. Donc ça, c'est pas très efficace. Et quelques mois plus tard, donc le level designer s'est dit, bon, si on les spawnait dans un trou. Ils sont dans un trou, il y a plein de ressources, ils peuvent prendre le temps qu'ils veulent, il n'y a pas de countdown. Mais simplement, s'ils veulent sortir du trou, il va falloir qu'ils apprennent à construire des escaliers. Way to build. You got out of that pit. Oui, là, ce qui est intéressant, c'est que en termes de production, c'est quand même plus simple à faire. Il n'y a pas besoin d'inventer une mission compliquée, d'avoir des countdowns, des IA. En fait, il y a juste à réfléchir. Enfin, juste. Ça nous a pris plusieurs mois à trouver la solution. C'est toujours plus facile une fois qu'on le sait. Mais c'est juste réfléchir à dans quelle situation on peut placer les joueurs afin de quand on va leur apprendre une nouvelle mécanique ou un système, ça va être la solution à leur problème. En design, on parle souvent on va d'abord montrer la porte fermée avant de donner la clé. Et on a tendance, quand on connaît le jeu et qu'on sait à quel point ça va être important de comprendre cette mécanique, à donner plein de clés aux joueurs avant que les joueurs comprennent à quoi servent ces clés. Et ça les met dans une situation où déjà, ça peut être pénible, et en plus, ils vont pas nécessairement faire attention et ça va pas les intéresser de faire ces activités-là. Et c'est là où on se retrouve avec des tutos qui sont pénibles et que les joueurs ne veulent pas de tutos parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur dise quoi faire. Ils veulent le découvrir eux-mêmes. Mais le découvrir eux-mêmes, ça veut dire à vous de les mettre dans des situations où ils vont devoir apprendre certaines choses afin de se débloquer de cette situation. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est d'essayer d'aller au-delà. Donc c'est ça que j'essaie d'exprimer ici. C'est juste des exemples pour vous montrer qu'une fois qu'on a un vocabulaire commun et qu'on peut vous dire là on a un problème parce qu'il n'y a pas de motivation, les objectifs sont pas clairs ou les signes feedback pour cette mécanique marche pas bien ou les gens ils comprennent pas ça. Une fois qu'on peut nommer d'où vient le problème, ça va beaucoup plus vite pour le résoudre et pour communiquer dessus. Donc ça, c'était le troisième point. Et aussi d'avoir une meilleure compréhension de c'est quoi l'UX. Alors l'UX, c'est pas un rôle, mais on a des rôles dans l'approche UX. C'est tous les rôles avec des UX dans le titre. Donc c'est qui les UX designers? Parce que c'est encore très mystérieux pour beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils essayent de designer? Donc c'est du interaction design. C'est assez peu en fait du visual design. Hein. C'est souvent ça qui est mis en valeur quand on parle de UX/UI, mais les UX designers sont là pour rendre les choses fonctionnelles, et donc ils réfléchissent aux interactions, ils réfléchissent à l'architecture d'information et comment on va communiquer les choses. On a les chercheurs qui eux vont évaluer et tester l'expérience réelle qu'ont les joueurs et est-ce que c'est celle qu'on espérait et sinon comment est-ce qu'on peut essayer de l'améliorer. On a les data analysts qui font à peu près comme les researchers mais ils n'utilisent pas le même type de data, c'est plutôt des big data avec la télémétrie et des stratégistes. Donc moi c'est plutôt ce que je fais, c'est de s'assurer que tout le monde a bien une idée claire sur quelle expérience on veut offrir, à qui,
quelle est notre audience, parce qu'on ne va pas faire les mêmes choix, puisque la perception est subjective. Donc en fonction de l'audience, on va réfléchir aux problèmes différemment, et on va s'assurer qu'on a les process, qu'on a les gens, et que tout le monde est aligné. Voilà. Et la dernière étape, si j'y arrive, c'est d'établir des process. Parce qu'évidemment, quand on est sans process, on est beaucoup plus susceptible de tomber dans nos biais. Donc les process, en général, les gens ne veulent pas en parler, surtout dans le jeu vidéo. Mais ça nous permet justement d'être beaucoup plus relax si on sait ce qui se passe, si on connaît les milestones et qu'on a une procédure à suivre pour pouvoir avancer. Donc les process, ça fait, il y a plusieurs éléments, hein, c'est faire des tests. Donc ça, c'était le labo de playtest que j'ai développé chez Epic, qui c'est un élément important, hein, parce que d'être là, surtout quand on est derrière les joueurs. Bon, avec le Covid, c'est plus compliqué, mais d'être là juste derrière eux et de voir qu'ils comprennent pas, qu'ils sont frustrés ou qu'ils n'ont pas l'expérience que vous souhaitez, que vous avez, je sais pas, designé une arme qui est incroyable, mais personne ne l'utilise parce qu'ils n'ont pas compris à quoi elle servait ou comment l'utiliser. En fait, ça nous réveille tout de suite et ça nous aide à prendre en compte que ce que vous aviez en tête, c'est pas ça que les gens ressentent. Ensuite, c'est aussi de comprendre à quelle étape on peut faire quoi. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous des idées reçues, de se dire « Ah, mais on fera ça plus tard ». En fait, à toutes les étapes de la prod, on peut tester quelque chose. Alors, on ne peut pas tout tester à tous les moments, mais il y a toujours quelque chose à tester, même en conception. On peut tester un jeu qui a les mêmes mécaniques ou les mêmes systèmes que le vôtre et voir ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas dans ce jeu-là. Ça vous permet d'anticiper déjà les problèmes de compréhension qui peuvent vous arriver pour votre jeu. Dès qu'on a des choses en pré-prod, dès qu'on a des protos, on peut les tester. On ne va pas les tester de la même façon qu'on va tester un jeu en alpha, mais il y a toujours des choses à tester. On peut faire ce qu'on appelle des analyses de tâches. Avec un proto, on demande aux gens, ok, là c'est sur Figma ou ce que vous utilisez, pour démontrer l'interface, je sais pas, de crafting dans un jeu, on peut faire venir des gens on leur dit, essaye de trouver l'arme machin et de la crafter. Et on regarde s'ils y arrivent ou pas. Il y a plein de choses qu'on peut faire. On peut aussi essayer de se focaliser juste sur un petit élément. À Lucas, quand on travaille sur 1313, on essaie de voir quel était le setting idéal pour la sensibilité avec le thumbstick. Et donc pour ça, on a fait des tests en interne. En ce moment, on peut faire des tests. Ça, c'est Wright, c'est Microsoft qui a mis ça en place. Que normalement on fait en externe, mais si on n'a pas toujours des capacités de recrutement, on peut faire des tests en interne. Et les tests en interne sont beaucoup plus biaisés, donc en interne avec des gens qui travaillent dans le studio. Ça devient moins biaisé si vous avez un protocole clair et que vous mesurez quelque chose. Et par exemple, sur 1313, on avait un gym level où il y avait juste des targets qui sortaient avec des distances l'une après l'autre différentes et des angles différents. Et les développeurs qui testaient avec nous, leur but c'était juste de viser et de tirer sur la target le plus rapidement possible. Et on tweakait la sensibilité du thumbstick. Et c'est juste en faisant passer les gens et on regardait s'ils allaient au-dessus de la target ou si ça arrêtait trop tôt. Ça nous a permis d'essayer de voir quel est le tweak par défaut. Et après, on pourra le tester plus tard avec des gens dans la vraie vie pour vérifier nos hypothèses. Mais il y a toujours des trucs que vous pouvez tester et ça vous permet d'éviter, encore une fois, de vous retrouver là et de voir qu'il y a plein de trucs qui se passent mal. Et là, maintenant, c'est tard, quoi. Et en plus, là, normalement, c'est là qu'on teste plutôt la difficulté, le multijoueur, le balancing. Si vous êtes déjà là et à essayer de régler des problèmes de base, c'est un peu foutu, quoi. Voilà, avoir un pipeline clair. Dans Fortnite, à un moment, j'ai bossé beaucoup avec une produceur qui a vraiment fait avancer les choses beaucoup plus vite à partir du moment où je bossais avec elle. Parce que ça a été le processus de recherche a été vraiment intégré dans le pipeline de prod. Et c'était attendu et on avait des tests qu'on faisait sur les branches, on avait des tests qu'on faisait sur les milestones, qui étaient en général les plus gros tests. Et à chaque fois qu'on avait des tests prévus, ça démarrait avec, on va s'asseoir avec l'équipe
et on va développer des hypothèses. Qu'est-ce que tu veux tester à ce moment-là? Qu'est-ce qui va être implémenté à ce moment-là? Qu'est-ce que tu n'as pas besoin qu'on teste à ce moment-là? Parce que ça peut être aussi frustrant pour l'équipe d'avoir un rapport de playtest qui dit le HUD ne marche pas. Oui, parce qu'en fait, on va le refaire là dans un mois et que là, on sait bien qu'il ne fonctionne pas. Alors, ça peut aussi être une excuse. Donc, des fois, c'est pas toujours très constructif. Mais de savoir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'on veut tester à ce moment-là, ça nous permet de focaliser le test, parce qu'on ne peut pas tout tester. Et ensuite, donc le moment où on fait le test, après on a un rapport et on va discuter du rapport de test avec l'équipe. Et c'est là où on va faire un triage et créer des tâches pour les différentes personnes de l'équipe. Qui va régler ça? Est-ce que peut-être que l'équipe va dire oui, non, mais ça c'est par design. Ok, nous on le note, comme ça on sait que c'est voulu. Et puis qu'est-ce qu'on va régler à quel moment ça fait sens au niveau de la prod de régler tel ou tel problème. Et ensuite ça nous permet aussi de suivre les problèmes en UX, de voir à quel moment les gens de la prod ont réglé, en tout cas réglé sur papier le problème. Et comme ça, au prochain playtest, on va vérifier que le problème est effectivement réglé d'un point de vue de l'utilisateur, donc des joueurs. Voilà, et pour les execs, on leur donne un one-sheet, juste une page, en expliquant les gros problèmes de façon générale, et aussi en disant, voilà ce que l'équipe a prévu pour régler ces problèmes et à quel moment. Parce que ça peut être aussi angoissant pour les execs de voir passer des rapports de playtest où tout est rouge et tout va mal, parce que c'est le but des rapports de playtest, c'est de voir ce qui va pas bien. Et ça peut angoisser, alors tout le monde, mais parfois les exécutifs, ils disent « Ah, mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous faites ?» Alors qu'en fait, on a besoin d'échouer rapidement. Et pour les personnes qui sont un peu en dehors, parce que la culture UX atteint le business en dernier, malheureusement en général, en fait, regardez, on a plein de problèmes UX qui touchent des fonctionnalités vraiment centrales dans le jeu. Là, pour l'instant, il faut qu'on se concentre sur ça avant de rajouter des choses par-dessus. Et ça, s'il y a des moments où il faut vraiment faire ça. Il faut vraiment arrêter d'ajouter des trucs et déjà régler les fondations pour être sûr qu'elles sont saines. Et ça demande beaucoup de calme déjà, de sérénité intérieure, d'arguments, mais il va falloir aller au combat et dire mais non, là on arrête pendant quelques sprints, là on se focalise sur ces choses-là. Voilà. Tu veux que je m'arrête là ou j'ai quelques exemples à montrer, mais je vais déborder encore un petit peu si... Ça ne te dérange pas? Ça vous dérange ou qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Ça, c'est un exemple que j'avais déjà montré avant, donc vous l'avez peut-être vu, mais celui d'après, normalement, je pense pas que vous l'ayez vu. Quand on commence à avoir des datas, donc on fait les tests, on regarde ce qui se passe, on essaie de croiser les effluents. On va avoir des datas de playtest, on va avoir des datas de tests en télémétrie, on envoie des questionnaires, on analyse tout ça, et ça nous permet de recouper un petit peu ce qui se passe. Sur Fortnite, à un moment, donc on était en online test pendant presque 2 ans. Donc le jeu est sorti en 2017. Dès 2015, on faisait régulièrement des tests, alors que le jeu n'était même pas en bêta, pour voir comment ça se passe, pour gérer le onboarding, pour tester les hypothèses qu'on avait. Donc on a fait ça très très tôt. Et puis on envoyait des surveys pour savoir ce que les gens pensaient, où est-ce qu'ils étaient frustrés, etc. Il y a eu un moment où, à un niveau du jeu, pas au tout début du jeu, mais quand les joueurs arrivaient, je sais pas, je dis n'importe quoi, niveau 10, ils étaient très frustrés, ils nous disaient le jeu est tout grindy, on passe beaucoup trop de temps à faire du harvesting, ça me gonfle et c'est là que j'ai arrêté de jouer. Bon, alors là, on a un problème assez important, parce que ça touche la compétence, donc le sentiment de compétence des joueurs sur un pilier très important du jeu qui est le harvesting. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, le réflexe, c'est de tout de suite voir la réalité du design et donc d'aller voir le système designer, vérifie tes maths, parce que tout le monde au niveau 10 là, s'énerve. Est-ce qu'il n'y a pas un problème, une virgule qui est déplacée? Bon, ça vaut le coup quand même de vérifier qu'il n'y a pas un problème dans la spreadsheet, mais en général, c'est pas là d'où vient le problème. Le problème n'est pas souvent dans la réalité du design, mais elle est dans la perception que les gens en ont. Ou ça peut venir d'un problème autre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas réagir à chaud quand vous analysez les données, surtout les données en télémétrie qui ne donnent pas souvent du contexte et n'expliquent pas forcément pourquoi ça arrive, parce que parfois on peut régler le mauvais problème.
Et c'est ça qui est plus difficile, hein. C'est pas de régler des problèmes, c'est de trouver le bon problème à régler. Et donc on va, en couplant tout ça, on va essayer de comprendre quelle perception peut conduire à un problème dans le jeu. Or, dans le jeu, on a le weak point system. C'est quand on commence à harvester un objet, on a un truc qui dans l'UI qui est censé dire au joueur vise là et tu vas détruire l'objet plus rapidement. On part du principe, et le system designer est parti du principe, que les joueurs vont utiliser ce weak point. Et donc, dans le system design sur le harvesting, c'est pris en compte. Sauf que les joueurs, en playtest, on voyait ça. Ils ignorent complètement le weak point. Et donc après le playtest, on faisait des questionnaires avec les gens sur place. Je faisais un screenshot comme celui-là avec une flèche et c'est quoi ça? Les joueurs à ce moment-là me répondaient aucune idée. Alors bon, moi je me suis dit ok, inattentional blindness, c'est juste qu'ils voient pas, ils le perçoivent même pas parce qu'il y a aussi d'autres feedbacks qui sont jaunes, donc ça ressort pas. Ok, on va essayer de régler le problème dans le UI et on va le faire plus gros, on change de couleur, on va le faire qui pulse vers l'intérieur. Ça devrait marcher. Allons-y. Ça ne marche pas. Ça c'est du eye tracking, hein, le cercle rouge. C'est pour ça que les salles de playtest sont insonorisées, parce qu'il y a des moments où on a vraiment envie de hurler. Mais vise le truc. Et à ce moment-là, je demandais aux joueurs qu'est-ce que c'est ça. La réponse était différente. Ils me disaient ah ouais, ça je crois que c'est le truc qui me dit que je suis en train de targeter cet élément quand je suis en train de harvester. Ok, donc là, ils le perçoivent. Là, ils ont fait attention à l'élément. C'est pas un problème d'inattention. C'est encore autre chose. Ils comprennent pas à quoi ça sert. Ce qu'on appelle un problème de la forme qui suit pas la fonction. Ils ont perçu la forme, mais ils n'accèdent pas à la fonctionnalité. Or, c'est un gros problème parce que si les joueurs, surtout dans la version RPG du jeu, dans le mode sauver le monde, si les joueurs n'utilisent pas le weak point, évidemment, au bout d'un moment, ils vont mettre 15 fois plus de temps à harvester que s'ils l'utilisent. Alors au début, c'est pas grave, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'ingrédients pour crafter des trucs, mais au bout d'un moment, ils en ont besoin. Et donc évidemment, s'ils comprennent pas ça, ils peuvent avoir le sentiment que le jeu est super grindy, tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas cette fonctionnalité. C'est là où on se dit, bon, on va arrêter d'essayer de régler le problème dans l'UI, et les game designers ont une super idée, ils se sont dit, bon bah tu sais quoi, on va le retirer du début du jeu, il n'y a pas de weak point au début du jeu, et on va l'ajouter comme une compétence dans l'arbre de compétences. Et on va écrire un texte qu'on va espérer que les gens lisent, mais ne lisent pas. Mais en tout cas, il se passe plus de trucs. On parle d'un weak point vision. On utilise une icône qui rappelle le pickaxe. Du texte que voilà, vous voyez, ils ne lisent pas. Il y a une vidéo. Donc on espère qu'en fait que les joueurs vont récolter des informations ici ou là. Et en plus là, ça devient une récompense. Là maintenant, tu as une nouvelle compétence qui te permet de harvester plus vite. Et une fois qu'on a fait ça, on a plus de problèmes. On a eu beaucoup moins de problèmes avec. Je crois que j'ai pas la vidéo qui montre le final. Et donc on a réussi à dépasser ce problème-là, en tout cas pour sauver le monde. Parce qu'évidemment, ça règle pas le problème dans Battle Royale, mais dans Battle Royale, ce problème-là n'est pas aussi important. Parce que c'est pas le mode RPG, donc même si les joueurs ne comprennent pas ça et ne l'utilisent pas, évidemment ceux qui l'utilisent sont favorisés, mais ça va pas drastiquement affecter leurs compétences si les gens ne l'utilisent pas. Alors que dans le mode RPG, clairement, oui, au bout d'un moment, c'est hyper important. Donc c'est ça l'idée, c'est pas juste de trouver des problèmes et de les régler, c'est de trouver quel est le problème à régler. Là, les gens se plaignent, c'est important d'écouter pourquoi ils se plaignent, mais on va pas nécessairement faire ce qu'ils nous disent de faire. C'est à nous de comprendre pourquoi ils se plaignent de ça, d'où ça vient. Et c'est ce problème-là qu'il faut régler. Et donc, il faut poser des hypothèses. Et c'est grâce aux data qu'on va récupérer de différentes façons, elles vont nous informer sur ce qui se passe et on va pouvoir régler les problèmes comme ça. Je vais vous montrer une dernière, puis après je pense que c'est fini. Un dernier exemple, là sur l'autre jeu qu'on développait, Paragon, qui était un MOBA. Très tôt, donc on faisait des playtests pour regarder ce qui se passait évidemment.
Et on a assez tôt vu des problèmes majeurs sur la compréhension des tours. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec les MOBA, mais il y a des tours sur le parcours, des tours ennemies. Quand on rentre dans la tour ennemie, on est tout de suite, on aggro les tours, et donc on peut être détruit très rapidement. C'est pour ça qu'on attend que les minions rentrent dans la zone des tours avant pour récupérer l'aggro, et là, c'est à ce moment-là, on peut détruire les tours. Mais s'il y a un ennemi héros qui arrive, même si nos minions sont là et qu'on essaye de le buter, on récupère l'aggro de la tour. Donc ça, c'est des règles assez basiques de MOBA. Sauf que quand on fait des tests, avec des joueurs qui jouaient à des MOBA, on voyait souvent ça. Donc ils sont à moins d'une minute du jeu. Il y a déjà 2 dans l'équipe qui sont morts, qui vont là mettre une autre minute pour respawn. Ça, c'est pas du tout efficace comme technique dans un MOBA, alors que on avait recruté des joueurs qui jouaient à des MOBA. C'est pas parce que les MOBA ont ça comme caractéristique que les joueurs, ils sont pas game designers, les joueurs, ils vont pas forcément tout de suite faire la corrélation que ça va être pareil dans tous les MOBA, d'autant plus que dans celui-là, il est beaucoup plus orienté action. Parce qu'au lieu d'avoir une caméra isométrique, on a une caméra à la 3e personne. Donc on avait identifié des problèmes assez majeurs, parce que ça affecte la compétence des joueurs. S'ils ne comprennent pas les règles d'aggro des tours, ils ne peuvent pas être compétents dans ce jeu-là, et donc du coup ils ne vont pas progresser, et ça va les frustrer. C'est l'heure de boire, c'est ça. Et donc si on a des bonnes hypothèses, si on comprend quelle expérience on veut offrir au jeu, quels sont les piliers de notre jeu, quel problème UX affecte des piliers majeurs. Parce qu'évidemment, on ne va pas régler tous les problèmes UX avant de shipper. C'est juste pas possible. Par contre, il faut régler les problèmes qui affectent la compétence, enfin, la motivation des joueurs. Sinon, ils ne vont pas être engagés, ils ne vont pas vouloir continuer à jouer. Et donc, si on arrive à voir ce processus-là et qu'on a des hypothèses claires et on peut arriver très tôt à voir ce genre de problème. Et donc, nous, dans l'équipe de test, des mois avant de shipper, on avait identifié les 5 problématiques UX qui, d'après nous, on aurait dû régler avant de shipper. Bon, on a shippé. Après, on a récupéré des données dans télémétrie sur la bêta. Et les données qu'on a récupérées, donc au bout d'un moment, les data analystes, une fois qu'ils ont suffisamment de données, font une analyse factorielle afin de déterminer les facteurs qui conduisent à quel comportement. Par exemple, celui qui nous intéresse le plus, c'est le churn. Qu'est-ce qui va conduire les joueurs à partir? Les joueurs qui partent, quel est le facteur principal qui les conduit à partir? Et le top 5 des facteurs qui conduisaient les joueurs à partir était mais presque liste pour liste, hein, le top 5 qu'on avait des mois auparavant. Leur top 1, c'était les joueurs, le facteur principal qui conduisent les joueurs à arrêter de jouer à Parion, c'est les joueurs qui meurent avec les tours. Nous, on est là, mais on sait pourquoi. Il faudrait peut-être faire un tuto, ou en tout cas aussi clarifier les signes et feedback. Enfin, il y avait plein de trucs à faire, hein. C'est pas juste rajouter un tuto. Et donc, c'est là qu'on te dit, bon, bah ok, peut-être on va faire un tuto, vous avez 6 jours pour faire un tuto. C'est pas suffisant, en fait, 6 jours pour faire un tuto. Et c'est pas que en faisant un tuto que vous allez régler ce problème-là. Il faut reprendre tous les signes et feedback, la cohérence, tous les ingrédients que je vous ai montrés pour régler ce problème-là. J'arrête pas de faire tomber ça. Ça, c'est l'inattentional blindness. C'est terrible. Hein. Même quand on le sait, on se fait piéger. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir un design thinking, c'est-à-dire d'être vraiment dans cette... c'est vraiment un mindset, c'est une philosophie, hein, l'approche UX. C'est pas juste des techniques, c'est pas juste des personnes, c'est vraiment se mettre dans une philosophie particulière où on va poser des hypothèses, on va prototyper, vérifier les hypothèses et avancer avec les utilisateurs, donc dans notre cas les joueurs, au centre de la démarche. Donc l'UX, tout le monde est concerné par l'approche UX. Tout le monde sur une équipe va, par son travail, d'une façon directe ou indirecte, influencer l'expérience des joueurs d'une façon positive ou négative, en tout cas constructive ou non. Les personnes qui ont l'UX dans leur titre sont juste là pour avoir des méthodologies, pour vous aider à avancer plus vite, mais vous êtes tous concernés. Donc
voilà, pour avancer, l'idée c'est d'abord de construire, d'établir de la confiance, d'expliquer, en fait c'est pas juste, c'est pas moi qui sais mieux les choses que vous, c'est juste que j'ai plus d'expérience sur à quel point on est biaisé, moi y compris, et donc je mets des techniques en place pour essayer de trouver des solutions sans me faire biaiser en cours de route. En fait, c'est la méthode scientifique à la base. On a une méthode scientifique parce que l'être humain est biaisé, parce que notre perception est subjective, on ne perçoit pas le monde tel qu'il est, donc on est obligé d'avoir des méthodologies assez rigoureuses afin de trouver la vérité. Bon, on n'est pas là pour faire avancer la science, on est là pour shipper un jeu, donc l'objectif est quand même moins stressant, mais tout de même, il faut qu'on comprenne ça. Donc c'est pas une idée de vous savez pas faire des jeux, vous savez, mais vous êtes biaisé, les joueurs sont biaisés, on est là pour dépasser ça. On établit des quick wins, donc avec des petits éléments tout simples pour montrer, tu vois, regarde, on va juste changer ça, on va tester, tu vas me dire ce que tu en penses, on va tester tes hypothèses et on avance ensemble. On établit un langage commun afin de pouvoir parler de la même chose et d'identifier plus rapidement les problèmes et enfin de les régler, et on met en place un process afin que on ait un cadre. Voilà, donc demandez-vous où vous en êtes. Là, dans la maturité UX, au mieux, les studios sont à peu près entre 3 et 4. Je connais aucun studio à 5. Et encore, les studios à 3 ou 4, il y en a très très peu. Et parfois, c'est juste une équipe qui est à 4, mais il n'y a pas forcément, c'est pas forcément bien implémenté dans toute l'équipe. C'est pas grave. L'important, c'est de savoir où vous en êtes et d'essayer de voir quelle est l'étape suivante afin d'avancer. Ça prend énormément de temps. Vous allez échouer, c'est pas un problème, ça fait partie du process. Mais l'idée, c'est d'essayer quand même d'avancer. Voilà. Et ça demande aussi, pour avoir une culture UX, de prendre en compte l'éthique, parce que l'approche UX, c'est pas de faire un maximum de pognon, c'est d'offrir la meilleure expérience possible. Normalement, c'est gagnant-gagnant. Si les joueurs sont contents, ils achètent le jeu, ils en parlent et d'autres personnes achètent. C'est pas d'utiliser des dark patterns pour inciter à payer ou à revenir. C'est pas ça, l'approche UX. Donc, quand on a une approche UX, ça nécessite de se poser des questions sur l'éthique, sur où est-ce qu'on met la pression sur les joueurs. Est-ce que cette pression sert le gameplay ou est-ce qu'elle sert la monétisation ? Donc toutes les questions d'économie de l'attention, des dark patterns, des lootbox, tout ça, ça va être important dans l'approche UX, comme l'inclusion et l'accessibilité est vraiment importante dans l'approche UX. Donc définir vos valeurs en tant que studio va être aussi au cœur d'une approche UX. Si ça vous intéresse, allez voir Ethical Games. C'est une initiative qu'on essaie d'avancer pour avoir un code d'éthique dans le jeu. Voilà, j'ai parlé beaucoup trop. J'espère que ça vous a intéressé. Je suis disponible pour vos questions. Et merci de votre attention. Merci Célia.